Bonjour, bienvenue à cette série de webinaires sur le sport santé tous les jeudis de novembre 2025. Nous allons commencer par le premier webinaire qui a pour thème l'évaluation de la l'évaluation de la condition physique et motivationnelle du patient. Et pour cela, nous avons comme invité Jean-Michel Raymond. Pour pouvoir commencer, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou ensuite après le webinaire, quand vous voulez. À toi, Jean-Michel. Prise en charge des patients à travers la kinésithérapie, mais surtout à travers le sport santé. Et également, je suis coordonnateur du diplôme interuniversitaire sport santé à Paris et à Reims, où depuis 2014, on forme des médecins, des kinés, des infirmiers, des éducateurs sportifs, des APA, enfin tous les types de publics professionnels à l'activité santé. Et donc, je vais essayer de partager mon expérience sur les deux thèmes que j'ai choisis, sur lesquels j'interviens et qui sont un peu mes spécialités, puisque bon, à l'INSEP, je m'occupe de la préparation physique des athlètes, la rétatisation et aussi la prophylaxie, entre autres, et aussi sur la condition physique, donc sur la préparation physique, donc tous les tests, etc. Et l'aspect motivationnel m'a d'abord intéressé pour vous présenter ça, parce qu'en fait, si on démarre cette thématique, la motivation, s'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'activité physique. Donc, on verra le thème après. Et pour moi, le plus important, c'est pourquoi on va, suite à une prescription médicale, on va s'engager dans un processus d'activité physique plutôt que de sport, hein, parce que le mot sport est quelque chose de différent de l'activité physique. Le sport, c'est réglementé, il y a des règles, il y a des compétitions, etc. Alors que l'activité physique, eh bien, on en fait le matin en se levant, etc. Donc, on a des activités quotidiennes, plus éventuellement les activités sur lesquelles on peut participer en tant que loisir, mais surtout pour le bien-être. Alors, ce qu'il faut voir sur ce côté-là, c'est que, en fait, au niveau motivation, c'est d'abord le médecin, si on regarde donc les décrets, etc., la prescription sur ordonnance, le médecin va accueillir un patient et il va essayer de lui prescrire des activités physiques au lieu de médicaments ou en complément des médicaments. Et dans cette prescription d'activité physique, il va y avoir donc une évaluation des différentes composantes de ces activités physiques habituelles, c'est-à-dire qu'est-ce que fait le patient, et surtout, il va définir des objectifs qui sont prioritaires et prescrire une activité adaptée. Ça, c'est important. Et ensuite, il y aura un suivi et aussi avec une prévention des rechutes. Donc, bien sûr, le médecin doit dans un premier temps voir quel est le niveau habituel d'activité physique de son patient. Euh, Physiquement, de quoi est-il capable? C'est important parce que si vous avez affaire à quelqu'un qui a déjà fait du sport, bon, il connaît, il a des notions de l'effort, il a des notions de transpiration, il a des notions de fréquence cardiaque qui montent, qui descendent, etc. Donc tout ça, c'est des choses que l'on ne connaît pas quand on n'a pas pratiqué d'activité sportive et on découvre. Et des fois, ça panique un peu parce que je suis essoufflé, j'ai le cœur qui tape, etc. Et puis il y a la culture aussi, la culture sportive qui fait qu'on écoute le copain, les voisins, etc. Moi, je fais du sport, moi, je ne fais pas de sport. Donc, il y a tout cet environnement qui intervient sur la motivation. Et surtout, est-ce que le patient, justement, est prêt psychologiquement pour se mettre en place? Alors, je vais vous partager un petit document de présentation qui va accompagner mon discours. Voilà. Vous voyez, tout le monde voit l'écran, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. OK. Tac. Ah, c'est parti. Attendez, je vais effacer. Arrêtez le partage. Hop. Voilà, on y est. Alors, cette évaluation motivationnelle, donc, il faut souligner l'importance justement de cette évaluation, de cette motivation, qui est essentielle, bien sûr, pour encourager le patient à s'engager dans un processus de pratique. Et cette compréhension, bien sûr, on va tenir compte de différents facteurs environnants de la personne. C'est-à-dire que chaque individu
Et personnel, il y a son environnement, son habitation, sa famille ou pas sa famille, etc. Donc il y a tout un contexte qui est important, qui vont influer sur la motivation et surtout sur l'engagement de cette pratique physique. Donc il est important dans un premier temps qu'on travaille là-dessus avant de faire des tests physiques, etc., qui vont apporter bien sûr des éléments, des outils, mais le plus important, c'est pourquoi je vais faire ça. Donc, bien sûr, vous savez que l'activité physique, ça permet d'améliorer la santé physique, au niveau cardiovasculaire, circulation sanguine, etc., notamment sur les maladies chroniques. La réduction du stress et de l'anxiété, pardon, avec ses effets positifs sur la santé mentale, gros thème actuel de l'année, la santé mentale, et notamment avec la réduction justement de ce stress, de cette anxiété, qui va bien sûr amener à un meilleur bien-être émotionnel. Une augmentation bien sûr de l'énergie et de la vitalité. Plus on fait d'activité physique, ben, plus on se sent mieux. On a des sensations nouvelles, etc. On va découvrir. Donc ça peut jouer aussi sur la motivation. Et enfin, sur la qualité de vie dans son ensemble, notamment avec l'environnement et de la famille et du côté aussi professionnel, du côté social. Donc ça, c'est aussi des points importants à souligner. Alors, quels sont les facteurs qui vont influencer cette motivation? Eh bien, déjà, il y a les objectifs qui sont personnels. Pourquoi je vais m'engager dans un processus? Donc, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit bien défini avec le patient. Il y a aussi un soutien social solide, l'environnement, les amis, la famille, etc., qui vont aider le patient à se prendre en charge, surtout, et à mettre en place cette pratique qu'il fait ou qu'il n'a jamais fait et avoir bien sûr une confiance en soi développée. Donc tout ça, ça va être la motivation, ce qu'on appelle intrinsèque, qui va pouvoir justement développer ça. Et aussi faire référence à des expériences passées significatives. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur le passé du patient pour voir déjà est-ce qu'il a pratiqué en tant qu'enfant ou adolescent ou adulte, etc., une activité, et quels sont les souvenirs qu'il a. Comme ça, on va essayer de se raccrocher un petit peu à ça, et ça va permettre justement, lors de l'entretien, d'avoir des points, des facteurs qui vont permettre d'appuyer dessus et de lui rappeler que justement, essayer de le faire revenir sur cette motivation. Donc, lors de l'entretien, on va essayer de jouer sur ces paramètres-là. Et on va avoir bien sûr différents outils d'évaluation qui sont assez nombreux. Mais l'objectif, c'est sur les techniques de l'entretien qui vont permettre d'agir sur cette motivation, sont déjà l'opportunité, c'est-à-dire c'est être capable de proposer différentes possibilités de pratique, d'activité, prendre en compte les goûts individuels, bien évidemment, les préférences personnelles. Alors, ça va être la nature de l'activité, ça peut être des sports de nature ou à l'intérieur, etc. Est-ce qu'il y a une pratique autonome ou pas? Et est-ce qu'il y a une pratique aussi conjointe avec d'autres amis ou d'autres patients? C'est aussi être capable d'anticiper tout ce qui est frein, donc tout ce qui est gestion des barrières. Alors que c'est l'environnement, c'est la capacité à aller sur un site ou bien chez soi, être accompagné. Donc tout ça, ça va être analysé. On va fixer des objectifs qui vont être très importants. On va avoir aussi un monitoring, c'est-à-dire qu'on va, tout au long du parcours, on va accompagner le personne. Donc, on va adopter des comportements qui sont d'activité physique, mais qui pourraient être sur des exercices qui sont réalisables avec un journal. On peut tenir un journal, dire voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, hier j'ai fait ça, etc. Qu'on puisse se repérer. Toujours faire appel au rappel d'expérience. Voilà, le passé sportif ou le passé d'activité physique de la personne. Le partage aussi avec les amis. On a toujours des amis qui font du sport, soit au niveau, soit de degré moindre ou régulièrement. Le soutien social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une réévaluation en permanence sur les pensées récurrentes aussi à l'égard de l'activité physique, qu'est-ce qu'ils pensent. Et enfin, l'entretien motivationnel qui va définir tous ces objectifs. Alors, on a des outils qui sont intéressants, notamment si vous allez sur le site de l'ONAPS, où vous avez, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, celui-là. Donc, ça s'appelle Sport Santé, d'accord? Il y a 80 outils pour suivre le patient, dont les outils, bien sûr, sur les grilles d'évaluation de motivation. Donc, ces outils sont standardisés. On va évaluer l'engagement, donc ça va donner des repères
au coach, au médecin et à toutes les personnes qui accompagnent le patient à travers ce questionnaire et qui vont pouvoir justement guider l'ensemble des actions faites avec lui. Il va y avoir également aussi une évaluation comportementale. Donc, c'est une observation directe des comportements d'activité physique, c'est-à-dire pendant aussi la pratique, comment se comporte la personne vis-à-vis des stress ou des stimuli qu'on va mettre en place avec le patient, hein, c'est-à-dire marcher, courir, bouger, etc. On va analyser son comportement et on va voir comment il réagit. Et c'est surtout, notamment à travers les tests, on va voir comment la personne réagit, si, quelle notion de l'effort elle a, hein, parce que chacun, individuellement, on a une perception de l'effort qui est très importante. Et en fonction de ça, on va pouvoir générer des intensités, des fréquences, etc. Et en fait, le suivi des progrès, donc, qui vont permettre de réguler les actions faites avec le patient, notamment en termes de fréquence, en termes d'intensité, en termes de durée, en termes de charge aussi, si on fait de la musculation. Et on va essayer d'améliorer tout au long ces changements. Donc, les stratégies de soutien, eh bien, quand on va fixer les objectifs, bon, je pense que vous connaissez tous cette règle, hein, donc le SMART, c'est établir des objectifs qui sont S spécifiques, M mesurable, A atteignable, P pertinent, hein, régulier et temporel. Donc, on va guider cette pratique avec ces 5 processus qui vont permettre de réguler et de mettre en place des exercices pour motiver la personne. Créer l'environnement de soutien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est encourager un cadre qui est positif, qui est inclusif, par le biais justement de groupes de soutien. Donc il y a des gens qui préfèrent faire une activité tout seul ou d'autres qui préfèrent le faire en groupe. Donc ça c'est très important, hein. Donc le groupe permet socialement de mieux s'intégrer. Et enfin, aussi au niveau de la motivation extrinsèque, c'est offrir des récompenses. C'est-à-dire qu'on voit les progrès, donc on peut permettre justement au patient de mesurer ses progrès, de le féliciter, mais aussi pour avancer dans la pratique. Donc la motivation, bon ça je laisse tomber, c'est la clé vraiment succès dans l'activité physique. Donc à travers ces outils, à travers le suivi, alors je vais un peu vite, hein, mais on pourrait y passer des heures sur la motivation. On retrouve, moi je fais toujours le parallèle avec le haut niveau, hein, puisque j'ai suivi beaucoup d'athlètes à l'INSEP sur le haut niveau. En fait, moi je compare toujours les, euh, les athlètes ou les patients, ils ont exactement le même processus, c'est-à-dire qu'on les accompagne pour la performance, mais pour le patient qui va pratiquer une activité physique, on est également sur le même processus, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens autour du patient. Il y a le médecin, il y a l'infirmier, il y a le diététicien, il y a le kiné, etc. Chez l'athlète de haut niveau, c'est exactement le même processus. Il y a l'entraîneur, il y a le préparateur physique, le préparateur mental, etc. On retrouve un staff. Et en fait, il faut que ces gens-là qui sont autour du patient communiquent pour justement partager les informations et faire évoluer la personne, bien sûr, et physiquement, mais aussi mentalement, par rapport à la pathologie, en fonction si on est sur de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Voilà. Je résume là. Si vous voulez, alors, soit j'enchaîne sur les tests de conditions physiques, soit on fait 2-3 minutes de questionnement. Je ne sais pas, Nadine, si tu as déjà des questions Alors, j'ai au pas de chat. questions. J'ai D'accord? laissé un petit message sur le chat pour que vous puissiez laisser vos questions sur le Oui. chat. Hmm. N'hésitez Alors, pas et puis on peut donc, avancer. au niveau des outils, donc, vous allez sur le site de l'ONAPS, vous aurez tous les questionnaires sur la motivation. Sur l'ouvrage que je vous ai donné, qui est aux éditions Amphora, hein, si vous voulez noter, aux éditions Amphora, ça s'appelle Les fondamentaux du sport santé. C'est 80 outils pour mieux évaluer et accompagner vos pratiquants. C'est un ouvrage qui date de 2 ans, donc c'est préfacé par Martine Duclos, qui est un ouvrage très intéressant du point de vue de l'accompagnement et surtout des tests. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Et bon, si vous avez besoin de plus de renseignements, Nadine, tu On a n'auras une le droit. question. Oui, tout à Oui, une fait. question, oui. Oui, on a une question. C'est quoi Smart? Même si ça a été un petit peu expliqué tout à l'heure. Alors, SMART, c'est une organisation qui permet, alors je vais le repartager comme ça sera plus simple. Alors, où suis-je? Voilà, je suis là. Check, partager. Voilà. L'acronyme SMART fait référence justement
à la méthodologie du suivi des objectifs de motivation. Alors, ça doit être ici. Check, check. Voilà. C'est par rapport aux objectifs qu'on va mettre en place avec le patient. Donc, ces objectifs sont validés par le patient. Donc, ils sont proposés par le coach ou le médecin et le médecin. Et il faut qu'ils soient en accord avec le patient. Donc, il faut qu'ils soient spécifiques, c'est-à-dire que chaque individu, en fonction de sa pathologie, ou par exemple, si vous allez faire un senior, vous n'allez pas lui faire des tests Luc Léger, ou, etc., des tests lactiques, etc. Donc, vous allez adapter aussi l'évaluation. Mesurable, c'est-à-dire qu'on va en permanence pouvoir évaluer l'évolution de la pratique et physique de la personne. Atteignable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fixer des objectifs trop durs, trop élevés, qui soient pertinents, c'est-à-dire qui correspondent parfaitement aussi à la pathologie du patient. C'est-à-dire quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire, il va y avoir des exercices qui vont être différents du point de vue de la fréquence, du point de vue de l'intensité, du point de vue de la durée, etc. On va jouer sur ces paramètres-là pour mieux organiser les exercices. Et temporel, c'est-à-dire que temporel, ça va être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Et par semaine et ensuite par mois ou par année. Donc il faut bien tenir compte, c'est une façon d'organiser, si vous voulez, le partage des objectifs avec le patient. Donc spécifiques, ils sont vraiment adaptés à la personne. On peut les évaluer précisément. Alors on le verra tout à l'heure sur les tests, qu'ils soient atteignables, qu'ils ne soient pas trop élevés, hein, et qu'ils soient aussi vraiment bien adaptés, qu'ils soient pertinents, c'est-à-dire qu'ils correspondent parfaitement à la pathologie de la personne. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie cardiovasculaire ou quelqu'un qui a une BPCO, on ne va pas du tout faire les mêmes types d'exercices. On va plutôt jouer sur la respiration pour la BPCO et sur la musculation et le mélange de pratiques aérobies pour les maladies cardiovasculaires. Et temporel, c'est l'organisation, c'est le suivi du processus. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Alors, si on peut enchaîner sur les tests de conditions physiques. Alors, euh, moi, je pars en référence toujours par rapport à ce tableau-là. Alors, partager. Check, check. Voilà. Quand je vous parlais tout à l'heure du haut niveau, en fait, quand on évalue le patient ou le sportif, on va jouer sur des domaines qui sont toujours les mêmes, hein, il y a des APA et CGU qui est des directeurs sportifs, sur l'endurance cardio-respiratoire, sur la composition corporelle, sur la force musculaire, sur la souplesse. À gauche, on est sur un sportif de haut niveau, donc en fait, on va avoir certains types d'évaluations, mais qui vont correspondre à la discipline, par exemple entre le marathon et la natation. Il y a des épreuves qui sont spécifiques, donc il y a des compétences différentes, notamment au niveau de la VO2 max, de la PMA, de la puissance maximale aérobie. La composition corporelle est aussi importante entre un saut, quelqu'un qui fait du saut en hauteur ou un haltérophile ou un lutteur. Il n'y a pas du tout les mêmes composantes corporelles, donc on va aussi jouer là-dessus. La force musculaire, si c'est des efforts explosifs ou des efforts longs, hein, du type lutte ou gymnastique, etc. Et la souplesse, qu'on va retrouver notamment sur certaines disciplines, notamment la danse et la gym. Quand on bascule sur la colonne de droite, en fait, on a à peu près les mêmes paramètres, hein, endurance cardio-respiratoire, composition corporelle, force musculaire et souplesse, mais à des fins qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que la performance qui est d'un côté, eh ben, on va jouer sur la santé sur l'autre côté, avec bien sûr une amélioration dans la capacité de travail ou la capacité fonctionnelle, qui est très importante, notamment chez les seniors, être capable d'être autonome en permanence, la réduction de la fatigue suite à la journée, par exemple, la fatigue quotidienne, et surtout une réduction des risques de maladies cardiovasculaires. La composition corporelle qu'on va retrouver sur certains thèmes, notamment au niveau de l'hypertension, les maladies coronariennes, le diabète et l'obésité. La force musculaire qui va, bien sûr, être importante, notamment au niveau de la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire se déplacer, marcher, se lever, s'asseoir, etc. Et la souplesse, avec bien sûr une réduction des douleurs en beurre, mais aussi de la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire être capable d'attraper une casserole qui est dans un placard en haut, de se baisser pour attraper quelque chose qui est par terre, etc. Donc on va jouer sur ce processus-là. Donc on a
on va dire qu'on a les mêmes paramètres, mais on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Donc, quand on va mettre en place des tests, alors je vais ouvrir, je m'en vais 5 minutes là, je vais chercher l'autre document, évaluation de la condition physique, voilà, check, c'est ouvert, alors est-ce que je peux partager? Ben voilà, check. Ah non, ça c'est motivationnel, je me suis trompé. Pas celui-là. Ah si, voilà, ouais, c'est bon. Donc la pratique, les tests de conditions physiques, il y a plusieurs définitions, hein. Donc c'est la capacité à accomplir des tâches quotidiennes, ça c'est important, avec vigueur et promptitude, c'est-à-dire pas être gêné, sans fatigue excessive, et avec suffisamment d'énergie pour jouir justement pleinement du temps consacré aux loisirs et pour faire face aux situations d'urgence. C'est une définition. Il y en a une autre qui est définie par la CMS, le CSM, pardon. C'est défini comme un ensemble d'attributs que les individus possèdent et qui vont leur permettre justement de réaliser une activité physique, et elle est également caractérisée par la capacité à être en bonne santé et à effectuer des activités quotidiennes. Donc en fait, on s'en réfère toujours à l'autonomie et à la capacité fonctionnelle. Vous savez qu'il y a des tableaux, hein, en fonction du patient. En fonction de sa capacité fonctionnelle, on va attribuer tel type d'exercice avec tel type d'intensité et de durée. Donc on va jouer là-dessus. Donc cette évaluation, elle est importante parce qu'elle va permettre justement d'avoir une photographie de la personne, du patient. Ça va permettre d'identifier tout ce qui est limitations physiques, ces facteurs de motivation qu'on aura vu avant, mais surtout en tenant compte de l'engagement dans un processus de réhabilitation, d'habilitation. Tout dépend si on est sur un plan de prévention primaire, secondaire, voire tertiaire, avec des acteurs bien sûr différents en fonction de cette prévention. On va bien sûr jouer sur la personnalisation des soins, hein. On va tenir compte bien sûr des spécificités de chaque patient. On va individualiser et singulariser justement ces tests-là et cette pratique. On va bien sûr jouer sur l'engagement du patient, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, sur sa motivation, et aussi sur l'efficacité des traitements. C'est-à-dire que le médecin, lui, en fonction de la progression du patient, eh ben, il va peut-être restreindre l'apport des médicaments. Donc, ce qui est bien, hein, c'est qu'on va remplacer l'activité physique par les médicaments. Ça, c'est l'objectif complet. Donc, sur l'évaluation de la condition physique, on a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir tester. Bon, vous les connaissez, hein, c'est l'équilibre, notamment chez les seniors, la capacité aérobie, la capacité à fournir un effort modéré, voire intense pendant un certain temps, la force musculaire, notamment tout ce qui est préhension et gestion renforcement des membres inférieurs, la marche, d'accord, la souplesse, hein, ce qu'on appelle la flexibilité, la composition corporelle et la coordination. Alors, c'est pour moi les plus importants dans la capacité fonctionnelle, ça serait l'équilibre, la coordination, la souplesse et ensuite la capacité aérobie et force musculaire, parce qu'en fait, elles dépendent de ces paramètres-là. Donc, quand on va aborder une pratique d'activité, on va d'abord jouer sur les activités quotidiennes, et ensuite, on va complémenter sur des activités soit de loisirs, soit des activités accompagnées par un coach qui vont travailler sur la capacité aérobie et sur la force musculaire qui vont permettre, bien sûr, d'augmenter la disponibilité et surtout cette capacité fonctionnelle du patient. Donc, à travers tous ces thèmes-là, hein, 6, on va pouvoir mettre en place des tests. Ces tests-là, je pense que vous en connaissez beaucoup, hein, qui vont permettre justement de donner des repères, des critères. Donc, ça va être des outils. Donc, je vous ai mis les principaux, enfin, qu'on utilise souvent, c'est le test de marche de 6 minutes. Hein, c'est-à-dire qu'on fait marcher le patient pendant 6 minutes. On voit combien de temps de mètres il fait, combien de pas, quelle est sa fréquence cardiaque, quelle est aussi sa motivation, comment il le pratique, ça c'est important. On peut aussi le profiler, c'est-à-dire de voir comment il marche. Est-ce que la marche elle est fluide, est-ce qu'elle est hachée, etc. Donc il y a tout un tas de paramètres qu'on va pouvoir cibler
et qui vont nous permettre justement de trouver, de mettre en place des exercices spécifiques pour améliorer les objectifs, enfin les exercices et surtout les points qu'on aura vus lors de l'évaluation. La force maximale qu'on peut voir bien sûr avec le hand grip, hein, on va tester la force de préhension, le travail aussi des membres inférieurs, des membres supérieurs, l'équilibre avec les tests de Tinetti, qui sont des tests d'équilibre, hein, donc unipodal, bipodal, tandem, pas tandem, etc. Et l'IMC. Alors, pour moi, l'IMC, c'est pas forcément un bon repère pour le patient. Et il vaut mieux prendre le tour de taille et le tour de hanche, parce qu'en fait, c'est des chiffres. Bon, une IMC, ça correspond à une organisation spécifique de l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire quand vous êtes entre 18 et 25, vous êtes bien. Mais bon, pour les professionnels, ça veut dire quelque chose, mais pour le patient, ça ne dit pas grand-chose. Tandis qu'un tour de ventre et un tour de hanche, ça parle beaucoup mieux, hein. Donc, dès que ça diminue, eh ben, on voit qu'il y a une amélioration. Donc, tous ces tests-là, on va pouvoir, bien sûr, alors je passe rapidement. Si vous voulez poser des questions, on en parlera tout à l'heure. Mais tous ces tests-là, en fait, vont permettre d'avoir des outils. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met en place les tests de conditions physiques, il faut que ça soit toujours dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que si vous faites des tests un matin à 9 heures, dans une salle bien équipée, et ben, les prochains tests, il faut les faire exactement dans les mêmes conditions. Il ne faut pas le faire l'après-midi, dehors ou dans d'autres conditions. Donc, il faut toujours les répéter. Quand on les fait, il faut qu'ils soient toujours faits de la même façon. Voilà. Et une fois qu'on a eu ces tests, ben, ensuite, on va les analyser. Donc, on ne va pas faire tous les tests parce qu'il y en a beaucoup, mais on va les adapter déjà à la personnalité du patient et en fonction, bien sûr, de sa pathologie. Et à partir de là, on va pouvoir dresser un bilan et mettre en place tout un processus d'activité physique. Voilà. Bon, il est 15 heures. C'est très difficile de parler de ces deux thèmes. J'espère que j'ai un peu fait le tour. Si vous Très avez bien. des questions, je suis à vous. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Si vous avez aussi d'autres questions, je vous mets sur le chat, je vous mets mon mail. Voilà, je serai ravi de vous répondre. Voilà. Alors, il y a une question, tour de taille et tour de hanche à faire par comparaison par la même personne. Alors, Euh, alors Oui, oui, je alors, m'explique parce que si on prend mettons deux appâts différents qui le font, on peut trouver des mesures complètement différentes. Bon. ah oui, oui, ah oui, il faut que ce soit toujours la même personne qui Ah fasse oui, les oui, tests. oui, parce Ah, qu'autrement, on a des résultats qui peuvent varier de ah 5 oui, 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 tout cm. à fait. Oui, oui, ça c'est important, hein. C'est toujours la même personne qui fait les tests, hein. Ouais, Au même endroit, même heure, etc. ouais, ouais, ouais. Ah oui. Alors, l'avantage de ça, de ce test-là, c'est qu'on peut aussi apprendre au patient à le faire. Donc, il peut le faire aussi en autonomie. Ça peut être Oui. aussi un avantage. Alors, il faut bien lui apprendre, il faut bien lui montrer où est-ce qu'il faut mettre le mètre, etc. Et ça permet aussi, alors il y a plein de tests comme ça, hein, que le patient peut faire en autonomie, qui permettent justement d'avoir, au niveau motivationnel, on voit si la personne elle veut s'engager ou pas. alors, moi j'ai une question pour peut-être qui peut être pour tout le Oui, monde. Tous ces tests, pour les oui. personnes qui ne connaissent pas encore ces tests, où est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent se former, où est-ce qu'ils peuvent les... Alors, bah, il y a plein de. Alors, à l'ONAPS, il y en a. Alors, les tests, vous les trouvez aussi sur l'ouvrage Les fondamentaux du sport santé. Ils y sont tous. Les tests aérobies, les tests de force musculaire, etc. Ils sont tous répertoriés. Et il y a comment procéder à la mise en place du test. Et il y a aussi les grilles d'évaluation. C'est-à-dire qu'on peut déterminer les niveaux en fonction de ça. Donc, pour moi, celui qui synthétise le mieux ces tests, c'est l'ouvrage des fondamentaux du sport santé, qu'on retrouve à l'ONAPS, qu'on retrouve à Azure Sport Santé, enfin tous les organismes qui mettent en place, ou même sur quand vous allez sur le site internet, vous faites test de sport santé, vous allez avoir toute une ribambelle, mais qui sont inspirés les uns des autres. Alors, pour que ces tests ils soient, on va dire, valables, il faut qu'ils soient validés par l'OMS. Donc, tous ceux qui sont dans cet ouvrage sont validés par l'OMS. Et après, en fonction aussi de la pathologie
de l'individu, on peut aussi aménager certains types de tests, c'est-à-dire pour qu'ils correspondent. Donc, ça permet au coach de mieux, d'être plus précis sur l'organisation de la pratique, notamment au niveau de la fréquence, de la durée, des intensités, etc. Ça, c'est important. Donc, il faut toujours penser à individualiser la pratique. C'est-à-dire que ce que je fais avec l'un, je ne peux pas le faire avec l'autre, même s'ils ont la même pathologie. Parce que ce pas les mêmes personnes, ils pèsent pas pareil, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même densité osseuse, ils sont différents. Ils ne sont pas motivés de la même façon. Donc on est toujours en train de réguler et de s'adapter à la personne. Ça, c'est important. Antoine nous a Antoine? partagé en fait Oui, les tests qui ont été expliqués avec Prescrimove. oui, mhm. Voilà, le guide de l'intervenant, je pense que c'est. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, Voilà. Et oui, ce qui est important, Jean-Michel, c'est comme tu disais, c'est avoir des tests. Oui, on peut en connaître, on peut oui, en voir, mais après, c'est savoir les adapter en fonction de la personne. voilà, tout C'est à ça fait. qui est Voilà. important. Que je disais tout à l'heure, par exemple, si vous avez un senior, vous n'allez pas lui faire un test du Luc Léger, hein, on est bien d'accord. Par contre, le test de marche de 6 minutes est bien adapté, et parfois il est difficile à mettre en place. Donc on peut faire le test des 2 minutes où on fait piétiner le patient sur place. Non, il y a plein de. Alors, il y a des alternatives, hein, bien sûr, aux marches de 6 minutes, il y en a d'autres, mais on va dire qu'on va prendre celui qui est pertinent. Alors, moi, il y a deux tests que j'aime bien pour les seniors, c'est le test de marche de 6 minutes, parce qu'en fait, on peut voir le temps, la distance, la longueur du pas, parce que la longueur du pas va donner des éléments sur la façon de marcher. Donc, si par exemple, il a un pas de 60 cm, c'est-à-dire quand il va faire tant de mètres, s'il va chercher son pain à la boulangerie, ça fait, je dis n'importe quoi, ça fait 500 pas. On peut lui dire, vous allez en faisant 500 pas, et vous revenez en faisant 480 pas. Donc, il va falloir qu'il allonge. Ou bien, si vous voulez travailler sur la fréquence, sur la vélocité, vous lui dites, quand tu reviens, tu fais 540 pas. Donc, il va marcher plus petit, mais il va aller plus vite. Donc, on peut jouer sur cette longueur. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, il faut la longueur du pas, la fréquence cardiaque aussi, qui est importante, et aussi la distance parcourue. Et en fonction de l'environnement de la personne, on va dire, voilà, vous êtes capable de faire tant de mètres, ça correspond à telle distance, à quoi ça correspond chez vous quand vous déplacez pour sortir. Il faut toujours faire le lien. Il ne faut pas faire un test pour faire un test. C'est-à-dire que le test, par exemple, de hand grip, bon, ça va donner des forces en kilos, mais on en fait quoi? Donc après, on peut jouer avec, prendre une casserole, on met de l'eau dedans, on met 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, est-ce qu'il est capable de la tenir ou pas? Il faut toujours faire le rapport avec les activités quotidiennes dans un premier temps. Et après, on passe à l'échelon au-dessus, une fois que si on prend une autre personne, par exemple un diabétique ou une BPCO, on peut changer l'approche. Mais comme tu dis, Nadine, il faut toujours que les tests soient spécifiques à la personne. Très bien. On a pris un petit peu plus de temps. Si vous avez d'autres Oui, questions, alors oui, il y a quelqu'un qui dit pour les déséquilibres, marcher sur place, les yeux fermés et voir si la personne tourne en rond, avance ou reste sur place. ah oui, ça c'est le test de Fukuda, ça. Oui. Alors ça c'est des tests qui sont un peu spécifiques au niveau de l'équilibre, qui sont utilisés notamment par les neurologues, qui permettent justement de voir le déficit au niveau cérébral, donc avec tout un tas de pathologies spécifiques. Là, on est sur le sport santé, donc un coach, quelqu'un qui est habilité à accompagner un patient, il n'a pas ces compétences-là, donc il peut faire bien sûr le test unipodal, yeux ouverts, yeux fermés, attention yeux fermés, hein. Ça va donner des indications, donc, notamment sur des travails de récupération, etc. Donc il faut toujours faire attention en fonction de ça. Y a-t-il une grille de comparaison sur le résultat d'un grip des activités fonctionnelles? Alors, il y a une grille, il y a une référence en kilos par âge, etc. Mais il n'y a pas de rapport avec les activités fonctionnelles. Ça n'existe pas. Donc, c'est aussi le rôle du coach, en fonction de cette préhension, de mettre en place des exercices qui vont améliorer la force de préhension. Sachant qu'il y a des études qui ont été faites qui disent que la force de préhension reflète à peu près le niveau musculaire de la personne. À peu près.
Voilà, donc sur les équilibres, voilà, les yeux fermés, voilà, le patient tourne en rond. Voilà, il y a 3 tests que j'utilise. Il y a le Fukuda et la marche en étoile qui sont intéressants aussi à mettre en place, mais qui peuvent être déformés. Par exemple, le Fukuda, c'est faire 2 pas vers l'avant, 2 pas vers l'arrière, les yeux fermés, répéter 9 fois. D'accord? Ce type d'exercice-là, il y a beaucoup de dérives. On part à droite, on part à gauche, on se décale, etc. Donc, on peut mesurer tout ça. Et celui du piétinement sur place, donc c'est 55 fois jambe droite, 55 fois jambe gauche, on piétine, hein, ça fait 110 levées de genoux. On peut le faire les yeux fermés. Moi, je l'ai testé avec des élèves kinés, et sur deux ou trois personnes, les élèves kinés ont fait un tour complet pendant l'exercice. Et j'ai demandé ce que faisaient comme activité les filles. Elles faisaient de la danse. Donc en fait, l'activité sportive a un impact aussi sur la représentation du schéma corporel dans l'espace. Donc il faut tenir compte de ça aussi. C'est-à-dire quand vous faites passer des tests, il faut demander aussi un petit peu si la personne faisait une activité sportive ou pas, parce qu'il y a quand même des traces. Oui, le corps a une mémoire, hein. Donc, Une grosse mémoire. grosse mémoire, c'est clair. Très bien. Il y a juste une dernière qui fixe les objectifs d'éducateur, éducateur, médecin. Alors, qui fixe l'objectif? Donc, le plus important, c'est l'éducateur. Le médecin va donner des objectifs généraux en termes d'aérobie, de renforcement musculaire, etc. Et en termes de fréquence, il va dire, voilà, il faut que vous fassiez au moins 3 séances d'aérobie par semaine et 2 séances de renforcement musculaire. Et vous voyez donc les mesures sport santé sont là, hein, aussi pour guider les patients. Et c'est le coach qui fait ça. C'est son travail. Et le médecin, lui, va définir des objectifs généraux qui peuvent être l'équilibre, la coordination, etc. aussi. Merci Écoute, Nadine et Jean-Michel. Oui, c'est parfait. Merci Nadine. on apprend toujours, oui, tout à fait. On apprend toujours, 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 en permanence. Merci en tout cas Jean-Michel, vraiment, c'était très enrichissant. Merci Nadine. Et puis merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Donc le prochain webinaire, c'est jeudi prochain, qui sera avec Mathias William, où on parlera de l'importance du lien entre justement les coachs et les kinés. Ok, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous, merci Nadine, merci Jean-Michel. Merci Wally. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Oui, Oui. au revoir.